Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et fidèles compagnons de voyage dans le temps. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Historien du dimanche, votre rendez-vous avec les grandes histoires qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous allons nous transporter en Italie, au cœur d'une époque qui a vu éclore une véritable révolution des esprits et des formes, une période d'une effervescence intellectuelle et artistique sans précédent, la Renaissance. Mais plus que de simplement décrire cette période extraordinaire, nous allons explorer une question fascinante. Comment cette étincelle née sur une péninsule a-t-elle embrasé tout un continent, transformant l'Europe de manière profonde et durable? Imaginez l'Italie de la fin du Moyen-Âge. Un patchwork de cités-États rivales mais incroyablement dynamiques. Florence, Venise, Milan, Rome. Des centres de pouvoir, mais aussi des foyers de commerce international, des carrefours où l'argent circule, où les idées s'échangent. C'est là, dans ce bouillonnement, que va naître quelque chose de neuf, un mouvement que l'on appellera plus tard la Renaissance des arts, des lettres, des sciences, inspirée par l'Antiquité grecque et romaine redécouverte. Pourquoi l'Italie, me direz-vous? Ce n'est pas un hasard. D'abord, sa position géographique stratégique en Méditerranée en fait un carrefour commercial essentiel. Les marchands italiens sont partout, et avec les marchandises, ce sont aussi les idées et les connaissances qui voyagent, notamment de l'Orient byzantin, où les textes antiques grecs avaient été précieusement conservés. Ensuite, l'Italie est le berceau de l'Empire romain. Partout, les ruines, les vestiges rappellent cette grandeur passée. Il suffit de se pencher pour retrouver les traces d'une civilisation brillante. Mais la véritable étincelle, c'est l'humanisme. Non pas un rejet de Dieu, mais plutôt une nouvelle approche de la foi et du monde. L'homme n'est plus seulement une créature soumise à la volonté divine, il est aussi un être doué de raison, capable de création, de perfectionnement. On redécouvre les philosophes antiques, on étudie les textes avec un regard neuf, on valorise l'éducation, la virtu astérisque, cette excellence morale et intellectuelle. Des figures comme Pétrarque, Boccace, Erasme en Italie et au-delà, vont insuffler ce nouvel esprit. C'est aussi l'âge d'or des arts. Les Médicis à Florence, les Sforza à Milan, les papes à Rome, tous deviennent de fabuleux mécènes. Ils commandent des œuvres qui exaltent la beauté, la proportion, la perspective. Pensez à Brunelleschi et son dôme de Florence, à Donatello et ses sculptures réalistes, à Botticelli et sa astérisque naissance de Vénus, à Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Leurs noms résonnent encore aujourd'hui. Ces artistes ne sont plus de simples artisans, ils deviennent des génies, des penseurs, des hommes respectés pour leur savoir et leur talent. Ils étudient l'anatomie pour peindre le corps humain avec une vérité saisissante, ils développent des techniques de perspective pour donner de la profondeur à leurs toiles. C'est une véritable révolution visuelle. Mais comme tout cela, ce bouillonnement d'idées, d'œuvres, cette vision nouvelle du monde, a-t-il pu s'exporter au-delà des Alpes et des mers pour irriguer l'ensemble du continent? C'est là que l'histoire prend une tournure fascinante. Les idées, elles, ne connaissent pas de frontières, mais elles ont besoin de vecteurs. Et la Renaissance italienne en a eu de nombreux. Le premier, et peut-être le plus inattendu, fut la guerre. Oui, la guerre. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe, les rois de France, notamment Charles VIII, Louis XII, et surtout François Ier, sont attirés par les richesses et la gloire de l'Italie. Ce sont les fameuses guerres d'Italie. Nos rois veulent s'emparer de territoires, comme le royaume de Naples ou le duché de Milan. Mais en même temps qu'ils combattent, ils découvrent un monde d'une sophistication incroyable. Les soldats, les nobles français et de toutes les nations qui s'aventurent en Italie sont éblouis par les palais, les jardins, les œuvres d'art, le raffinement des cours italiennes. Ils ramènent chez eux non seulement du butin, mais aussi des idées, des artistes, des architectes, des artisans. C'est un véritable choc culturel, un coup de foudre pour la modernité italienne. Mais la diffusion ne passe pas que par les conquêtes. Le commerce a joué un rôle primordial. Les routes commerciales relient l'Italie à toute l'Europe. Les marchands vénitiens, génois, florentins ne vendent pas que des épices ou de la soie, ils échangent aussi des livres, des gravures, des objets d'art, et diffusent les idées au fil de leur voyage. La diplomatie, elle aussi, a été un puissant moteur. Les ambassadeurs séjournent dans les cours italiennes, apprennent les manières, les codes, et les rapportent ensuite dans leur propre pays. Les mariages royaux sont également des canaux de diffusion. Pensez à Catherine de Médicis, florentine, qui devient reine de France. Elle arrive avec son cortège d'artistes, de cuisiniers, de parfumeurs, et apporte avec elle un peu de l'élégance et de la culture de sa Toscane natale à la cour de France.
Et puis, bien sûr, il y a eu l'invention révolutionnaire de l'imprimerie par Gutenberg, quelques décennies avant que la Renaissance ne soit à son apogée. Grâce à elle, les textes des humanistes italiens, les œuvres des auteurs classiques redécouverts, les traités d'architecture ou de peinture peuvent être reproduits à grande échelle et circuler bien plus rapidement et plus loin qu'auparavant. Des milliers de livres traversent les frontières, portant avec eux les semences de la pensée nouvelle. Enfin, les artistes et les érudits eux-mêmes sont des passeurs. Nombreux sont les peintres, sculpteurs, architectes italiens qui sont invités par les cours étrangères, désireuses de s'offrir un peu de ce lustre italien. Léonard de Vinci lui-même finira ses jours en France, à Amboise, sous la protection de François Ier. Des savants, des humanistes voyagent de pays en pays, enseignant dans différentes universités, échangeant avec leurs homologues européens. Alors, concrètement, comment cette influence italienne s'est-elle manifestée dans le reste de l'Europe? Prenons d'abord la **France **. François Ier, dont nous parlions, est un grand admirateur de la Renaissance italienne. Il invite des artistes, comme Léonard de Vinci, le Rosso Fiorentino, le Primatis, pour décorer ses châteaux. Fontainebleau devient un véritable palais de la Renaissance, avec ses fresques, ses stucs, ses galeries d'art. Les châteaux de la Loire, comme Chambord, Ville-Savin ou Chenonceau, sont imprégnés de ce nouveau style, mélangeant les traditions françaises et les innovations italiennes. Fenêtres à meneaux, escaliers en vis, loggias ouvertes sur l'extérieur. Les jardins, à l'italienne, apparaissent également, avec leurs parterres géométriques, leurs fontaines et leurs statues. La cour de France se part d'un raffinement nouveau, influencé par les manières, les musiques, les parfums venus d'Italie. La littérature française, avec Rabelais ou Ronsard, s'inspire également de l'humanisme et de la poésie antique et italienne. En Espagne l'influence est tout aussi palpable, bien que parfois mêlée à des traditions locales fortes. Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, puis leur petit-fils Charles Quint, tissent des liens étroits avec l'Italie. Naples, par exemple, est une possession espagnole pendant une longue période. Les architectes espagnols adoptent des éléments du style Renaissance italien, comme on le voit dans le style plateresque, qui intègre des motifs décoratifs flamboyants à des structures plus classiques. Des artistes comme El Greco, bien que créant un style unique et profondément espagnol, ont été formés en Italie et y ont absorbé les leçons de Titien et Tintoret. La littérature espagnole, avec l'émergence du roman moderne, si elle a sa propre voix, bénéficie aussi du renouveau des lettres et de l'étude des classiques encouragés par l'humanisme. Passons à elle, Angleterre ***. L'influence italienne est peut-être un peu plus tardive et moins directe qu'en France, mais non moins significative. Les idées humanistes arrivent par les universitaires et les imprimeurs. Des figures comme Thomas More, avec son Utopia, sont profondément imprégnées de la pensée humaniste. Sous Henri VIII et Élisabeth Ier, la cour anglaise s'ouvre aux modes et au luxe italien. Les architectes commencent à incorporer des éléments classiques dans leur construction. Mais c'est surtout dans la littérature que l'empreinte est la plus forte. William Shakespeare, le plus grand dramaturge anglais, situe bon nombre de ses pièces en Italie. Roméo et Juliette à Vérone, le marchand de Venise, Othello Il puise dans les contes et les motifs italiens, témoignant de l'imaginaire que l'Italie représente pour ses contemporains. La poésie anglaise est également influencée par les sonnets de Pétrarque. Plus au nord, dans les Pays-Bas et en Allemagne l'influence de la Renaissance italienne se manifeste d'une manière particulière, souvent fusionnée avec ce que l'on appelle la Renaissance du Nord. L'humanisme chrétien y est très fort, avec des figures comme Erasme de Rotterdam, qui correspondait avec les grands esprits italiens et prônait un retour aux sources du christianisme. L'imprimerie, née en Allemagne, est un vecteur incroyable pour la diffusion de ces idées. Les artistes comme Albrecht Dürer se rendent en Italie pour étudier la perspective, l'anatomie et les techniques de leurs homologues italiens, tout en conservant une attention aux détails et un réalisme propre à la tradition flamande. C'est un dialogue fascinant entre deux sensibilités artistiques. Au-delà de ces exemples nationaux, l'influence de la Renaissance italienne a infusé dans tous les aspects de la vie européenne. En architecture les palais, les églises, les villas et même les maisons bourgeoises adoptent les proportions classiques, les colonnes, les frontons, les dômes, les fenêtres symétriques. Le modèle de la villa de campagne, avec ses jardins, devient un idéal de vie pour l'aristocratie et la haute bourgeoisie.
Dans les astérisques art plastique astérisque, la peinture à l'huile gagne en popularité, permettant des couleurs plus riches et des effets de lumière plus subtils. La perspective linéaire devient la norme, donnant une profondeur et un réalisme inédit aux scènes représentées. La sculpture retrouve les canons de beauté de l'Antiquité, le mouvement, l'expression des sentiments. Sur le plan de la astérisque pensée et de l'éducation astérisque, l'humanisme italien propage l'idée d'un enseignement plus complet, plus équilibré, qui ne se limite plus à la théologie. On valorise les astérisques studia humanitatis astérisques, la grammaire, la rhétorique, la poésie, l'histoire, la philosophie morale. Les universités européennes intègrent ces nouvelles disciplines, formant des esprits plus ouverts et plus critiques. Même la musique astérisque n'est pas en reste. De nouvelles formes musicales émergent, avec un intérêt accru pour la mélodie et l'expression des textes, qui préfigurent l'opéra. Et n'oublions pas la vie de cour astérisque. L'étiquette, les manières, les codes de conduite raffinés des cours italiennes se répandent. Le concept de « l'homme universel » ou uomo universale, capable d'excellence dans de nombreux domaines, art, sciences, politique, armes, devient un idéal pour les nobles et les princes européens. C'est l'âge où l'on apprend à parler plusieurs langues, à jouer d'un instrument, à danser, à converser avec esprit. Enfin, même la science astérisque a été profondément marquée. Si la Renaissance italienne n'est pas encore la révolution scientifique, elle en pose les bases. L'observation directe, l'expérimentation, la remise en question des dogmes anciens, l'étude de l'anatomie, souvent par la dissection de cadavres, ce qui était une révolution en soi, ouvre la voie aux découvertes futures. Copernic, Galilée, bien qu'italiens, s'inscrivent dans cette lignée de pensée qui valorise la raison et l'observation. Chers amis, l'influence de la Renaissance italienne sur l'Europe fut donc colossale. Elle a agi comme un puissant ferme, réveillant un continent endormi par des siècles de tradition médiévale. Elle a semé les graines d'une nouvelle vision du monde, où l'homme est au centre des préoccupations, où la beauté et la connaissance sont recherchées pour elles-mêmes. Elle a jeté les bases de l'Europe moderne, dans ses arts, ses institutions, sa pensée. Ce n'était pas une simple imitation, mais une source d'inspiration, un modèle que chaque pays a ensuite adapté à sa propre culture, à ses propres traditions, créant ainsi une richesse et une diversité européenne inégalées. L'Italie a été un laboratoire, un moteur, mais l'Europe a été un jardin fertile où ses graines ont pu éclore sous des formes multiples et magnifiques. C'est une histoire de transmission, de curiosité, d'admiration, et de cette capacité humaine à se renouveler en puisant dans le passé pour mieux inventer l'avenir. Et c'est en cela que la Renaissance, née il y a plus de 5 siècles, résonne encore en nous aujourd'hui. Nos musées sont remplis de ses œuvres, nos villes portent son empreinte, et notre manière de penser le monde lui doit beaucoup. Voilà pour cette plongée au cœur de l'influence italienne sur l'Europe. J'espère que ce voyage vous aura autant passionné que moi. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à nous retrouver pour un prochain épisode de l'Historien du dimanche, où nous continuerons à explorer ensemble les méandres de notre grande histoire. À très bientôt.